Bonjour, bienvenue pour le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play. Aujourd'hui, je vais très très vite parce qu'on a énormément de choses à dire. Flavie Garnier est avec nous. Flavie, ça va? La forme, la pêche, la patate? Oui. Thomas est avec nous également. Bonsoir. Et aujourd'hui, comme c'est le premier dimanche du mois, nous allons jouer à un jeu de rôle fantastique que nous allons tester avec vous. Flavie, c'est toi qui vas animer cette partie. De quoi il s'agit ce soir? Nous allons jouer Flavie à Garnier. Dirty Secret, Secret sale, Des secrets de sales. 16 Ben Estra. On joue des éboueurs. Ah, je te dis, Évidemment, Thomas. Je cherche le secret sale. secret sale. Ah, j'ai trouvé un secret sale. Non. On joue pas des éboueurs, quoique tu le peux si tu veux. Peut-être que l'enquêteur pourrait être un éboueur. On va voir ça après. L'enquêteur, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête dans le de polar noir. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur un jeu noir, très noir. D'accord. La couverture est noire. Une couverture noire. On et voit un une espèce de couverture cage secrète. d'escalier extérieur sur la couverture. Un truc intéressant, c'est que ça se joue obligatoirement dans la ville où on est et dans la semaine qui vient de s'écouler. Ah, donc on joue à Saint-Malo là. Ouais. Excellent. Et dans la semaine qui vient de s'écouler, donc on ne peut pas jouer en 1920 ou le système n'est pas fait pour ça. D'accord, ok. Les systèmes, parce que le système prend en compte toutes les catégories sociales, etc. Donc il faut que ça corresponde à ce qu'on a aujourd'hui. Ah, yes. Donc c'est un système sans maître de jeu. D'accord. Il y a cependant deux catégories de personnages, on va dire. Il y a l'enquêteur, qui est celui qui va mener l'enquête. D'accord. Donc c'est le personnage principal. C'est dans le polar, c'est celui qui a le chapeau, l'impair, et Bon, qui va se faire draguer par la nana, quoi. Et les autres, en fait, s'appellent l'autorité. D'accord. Ce sont tous les autres à la table qui forment ce qu'on appelle l'autorité. En fait, l'autorité, on se la donne quand on n'est pas l'enquêteur. On se la donne. On va se la donner, On Thomas, va ce se la soir. donner, l'autorité. On se la donne vers la gauche en partant de l'enquêteur. D'accord. Et en fait, l'autorité, c'est celui qui va gérer en fait différentes scènes, qui va être celui qui va s'opposer à l'enquêteur. D'accord, ok. Et Donc nous, on joue les. En gros, l'animateur, c'est toi qui vas jouer l'enquêteur. Ou non, tu veux pas? On verra ça après. D'accord, ok. Mais en gros, l'enquêteur joue de son côté et les autres joueurs ont pour mission de l'arrêter ou de l'empêcher d'avancer. l'arrêter, mais aussi de faire avancer le scénario. Et pour ça, en fait, il y a un système qui joue en chapitres. Donc il y a 3 façons de jouer, soit en roman, et ça c'est 6 à 9 heures. Oh là, ouais, Donc on va pas faire celle-là. L'autre c'est la nouvelle courte, la nouvelle, ça c'est parfait pour les débutants, mais on va pas faire celle-là non plus parce que c'est 4 à 6 heures et que juste sinon on n'a pas le temps de faire le podcast après. D'accord. Donc nous on va jouer en format nouvelle courte de 2 à 3 heures. D'accord. Dans ces formats-là, il y a des chapitres qui sont séparés en séquences. Et selon qu'on est l'enquêteur ou l'autorité, on peut proposer diverses séquences. L'enquêteur, il peut proposer des séquences d'enquête, de D'accord. révélation ou de réflexion. On reviendra après sur ce que ça permet de faire. Et l'autorité, elle peut proposer des séquences d'enquête et de violence. D'accord. Donc, toutes ces séquences permettent de monter des Tout à chapitres. coup, une voiture noire déboule sur le coin de la rue Voilà. et agresse l'enquêteur. Voilà, et sachant que les révélations et les réflexions ne peuvent pas terminer un chapitre. Donc on termine forcément sur une enquête sur de la violence. Ah oui, d'accord. Ou sur un conflit. Les conflits, on va y revenir après, il y a un système de conflit. Chaque scène va se terminer par du conflit, quoi. Ou par une enquête. Ou par une enquête. Il y a aussi un système de conflit, mais c'est quand 2 joueurs, l'autorité et l'enquêteur à la table, ne sont pas d'accord. Ou 2 joueurs à la table, en tout cas, ne sont pas d'accord, l'enquêteur et un autre joueur. Dans ce cas-là, il y a un conflit qui amène en fait une scène de violence, et c'est une scène de violence particulière, qui elle aussi peut finir si en gros l'enquêteur s'en est pris plein la tête, cette scène de conflit peut terminer un chapitre. D'accord, ok. Voilà. Ça me fait penser à un jeu dans lequel en fait il y aurait qu'un seul joueur et tous les autres autour joueraient les maîtres de jeu. J'ai raison ou pas? Non, c'est vraiment l'enquêteur aussi est un maître de jeu. D'accord, ok. C'est vraiment tout le monde L'autorité participe est à partagée. l'histoire, tout le monde, ouais, oui, exactement. Ok. Alors moi j'ai juste D'ailleurs, une ouais. question. Thomas. J'ai cru comprendre que l'autorité, en fait, il y avait un enquêteur, donc un joueur qui joue l'enquêteur, donc lui il ne fait que jouer l'enquêteur, et tous les joueurs à la table vont jouer l'autorité à tour de rôle. Donc ça veut dire que quand un joueur est l'autorité, les autres ils se font chier, ils font rien. Non, ils peuvent conseiller et de toute façon, celui qui fait l'autorité, il va pouvoir faire qu'un personnage dans Un PNJ. cette séquence. Donc en fait, les PNJ vont jouer de Donc, gauche à droite. toi, Donc tu quand il y a seras- un nouveau personnage qui arrive, les conseillers Ouais, de d'accord. l'autorité vont jouer ce PNJ-là.
Et dans tous les cas, il est bien précis dans la base que c'est un système de conseil. Même quand tu n'es pas l'autorité, tu peux dire « Ah, mais ça, ce serait bien. » D'accord. C'est un système... Thomas cadre une scène en tant qu'autorité. Si à un moment donné, il introduit, excusez-moi l'expression, un personnage... Un petit enfant. Non. C'est possible, mais il y a des règles particulières pour ça. Thomas, il peut, voilà, esprit canal, tu as pourquoi pas. Tu veux un mouton peut-être. Canal, il a pas. Bon, donc, quoi qu'il en soit, si par exemple tu introduis un personnage, c'est moi qui le joue. Ou alors non, c'est lui qui joue le premier personnage qu'il introduit. En fait, l'autorité joue le premier personnage. Ensuite, s'il y a un autre personnage qui arrive, ça va être à sa gauche directement. La personne va le jouer. Ensuite, s'il y a un autre personnage encore qui arrive, d'accord, ok. Ça va être à sa gauche, sachant que l'enquêteur, par contre, ne peut jouer que l'enquêteur. Il ne joue pas de PNJ. D'accord. Ça marche. Il y a un système d'appel aussi, où quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on peut toujours faire appel. Voilà, et là, il y a une discussion, il y a des règles bien spécifiques pour l'appel. Ça, c'est en cas de conflit. Non, quand je dis en cas de conflit, c'est en cas de conflit de création de scénario. Voilà, exactement. L'appel, et sinon, le conflit, c'est vraiment autour d'une table quand deux personnes ne sont pas d'accord. Et là, en fait, on va faire apparaître ce conflit-là dans une narration. Le conflit, c'est un système où, par exemple, il y a deux PNJ qui parlent avec l'enquêteur. Ouais. Et en fait, l'enquêteur, il dit, et là, il était très heureux de me dire ce qu'il savait. Et en fait, en face, l'autorité, il dit, bah non, il n'est pas d'accord du tout. Il n'est pas d'accord du tout pour te le dire. Et il dit, ah ouais, on va jouer ça. Au lieu de partir dans des, oui, mais si, je vous en prie, dites-moi la vérité. Non, je ne veux pas. Au lieu de faire du roleplay on va faire un chiant, conflit. On lance directement. Et les dés, en fait, pendant qu'on lance des dés, il faut continuer le roleplay en fonction des enchères. Parce que c'est un système d'enchères quand on lance des dés. D'accord. Ça, on va y revenir. Alors, ouais, ok. On peut pas en parler tout de suite? Si tu veux. Le conflit. Alors, système d'enchères, c'est le jeu du dido ou du dudo. Le jeu du dudo. Le jeu du dido. Un jeu d'Amérique du Sud, je crois. il me semble. C'est un jeu où, en gros, tu vas avoir chaque personne. Il y a deux personnes qui jouent. Ils ont chacun un certain nombre de dés dans leur gobelet. Dans leur gobelet. Ils doivent annoncer au début le nombre de dés qu'ils ont, mais juste une fois. Ensuite, on n'a pas le droit de redemander. D'accord. Et ensuite, on va positionner au milieu un dé de violence. D'accord. Pour la table. Et en fait, chacun ensuite va lancer les dés dans son gobelet. Mais il va pas révéler en fait tout de suite son résultat. Lui, il regarde le résultat, voilà. mais il ne dit pas aux autres. Et il va parier en fait avec l'autre. Il va dire ouais, j'ai tant de numéro 5. Alors, attends, c'était très bien expliqué. D'accord. On parie sur combien de dés au total on a sous les deux gobelets avec la certaine valeur qui s'affiche. Moi, j'ai 3-5. Est-ce que tu peux faire mieux? Et dans l'enchère, on est toujours obligé de monter. Non, moi, j'ai 3-5. D'accord. Non, moi, j'ai 2-6. D'accord, ok. Donc augmenter, c'est augmenter soit le nombre de dés, dire de valeur de dés, soit augmenter la valeur de dés. À ce moment-là, on peut réduire la quantité de dés. Ça c'est pour les conflits, parce que dans les séquences de violence, par contre, on peut juste augmenter la valeur du dé. D'accord. Alors attends, j'ai pas compris ça. En fait, il y a deux séquences. Il y a une séquence de conflit. Donc si j'ai bien compris, c'est ça, c'est qu'il y a une séquence de conflit où là, chaque joueur va lancer un certain nombre de dés sous un gobelet. Ouais. Et on va pouvoir donc miser en fait sur la totalité des dés, donc des deux gobelets, sachant que les mises, c'est dire annoncer une valeur de dés et une quantité de dés sur la totalité. Et après, il y a une séquence et si on veut augmenter, on peut augmenter soit le nombre de dés, la valeur spécifique, par exemple, passer 2D4, passer à 3D4. D'accord, ouais. Ensuite 4D4. Enfin 4D4 ou 5D4. D'accord. Ou alors, on peut passer directement, non, moi j'ai 2D5. Soit augmenter la valeur, donc c'est-à-dire que 4D4 sont inférieurs à 2D5. Voilà, c'est ça. Parce que si j'ai bien compris, c'est ça. C'est que la valeur de dés peut être augmentée jusqu'à. Donc c'est des D6. Mais il faut bien voir qu'il y a une différence entre les conflits et les séquences de violence. Les séquences de violence, elles peuvent être déclenchées quand ça chante à l'autorité sans qu'il y ait eu un conflit quelconque. Tu te balades, et écoute là, séquence de violence, pam. D'accord, ok. La séquence de violence, l'enchère ne porte que sur le nombre de dés affichant la valeur. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a bien deux séquences de violence différentes. La séquence de violence, il y a les conflits. Et c'est le nombre de dés qui sont sous tous les bols ou sous son bol à soi? Tous les bols. Tous les bols, là, par contre, pour la séquence de violence. Ouais. Et il y a un système bien particulier avec les as, parce qu'en fait, les 1 dans les conflits, je parle bien des conflits, les 1 comptent comme des as. D'accord. Et donc, il faut les compter aussi. Voilà. Et si tu fais un pari d'as, ça compte double. Ok. Voilà. Et tu peux décider après la première enchère de dire non, je vais relancer. Un pari d'as, tu veux dire un carré Non, un pari d'as. Un pari sur le nombre d'as. D'accord, okay. L'enchère compte double. Ok, d'accord. Et tu peux décider de relancer. C'est-à-dire que si tu avais dit j'ai 4, il y aura 4 D5.
D'accord. Et en 4 dés affichant 5. D'accord. Et tu peux décider de mettre 5 dés de ton bol à côté. Mhm. Et tu décides de relancer. Et là, tu fais hey hey. Tu bluffes. Tu fais hey hey. Maintenant, je dis qu'il y a 5 des 5. D'accord, ok. Voilà. Et toi, tu vois que ton bol, tu vois pas celui des autres. Exactement. C'est ça, l'info qui... Et à la fin, on dénonce l'enchère. Quand il y en a un qui le décide, il va dire au fur et à mesure la narration continue. Et il y en a un qui va dire à un moment je pense qu'en gros tu bluffes. D'accord, ouais. Et là, on décrit une scène qui conduit la scène à son climax. C'est marqué, j'ai trouvé ça très joli. Le top, quoi. Voilà. Puis, si l'adversaire a un nombre inférieur ou égal au nombre de dés annoncés, il gagne. Mais si le perdant perd, il perd le nombre de dés qui correspond au nombre de dés présumés moins le nombre réel. D'accord, ok. Voilà. Bon, ça, c'est technique, ça. Donc si le perdant perd, il perd des dés, et si le gagnant gagne. Et ben, c'est lui qui raconte ce qui va se passer. D'accord. Et là, ça peut faire très mal. Bon, on n'a pas le droit de tuer l'enquêteur, mais on peut lui faire très mal. D'accord. Et si l'enquêteur, c'est justement pour ça que je te parlais on peut finir une scène sur une scène de conflit. Si l'enquêteur finit dans l'inconscience, c'est l'autorité qui prend pour une fois le relais, qui va expliquer ce que l'enquêteur vit quand il se réveille. D'accord. Et là, ça peut finir un chapitre. D'accord, ok. Voilà. Alors, sinon, et donc du coup, ça, il perd ses dés. tu dis que ça se passe en chapitres, c'est-à-dire qu'il y a des séquences de jeu, genre situation initiale, événement perturbateur, tout comme ça. Non, il y a l'introduction, donc qui est D'accord. un système bien particulier. Ensuite, c'est les chapitres. Faut qu'il y ait, Alors, pour chaque chapitre, il y a un système de jeu particulier. pour Non. chaque chapitre, il y a un nombre de séquences. Tu peux faire. Alors, le minimum que tu peux faire, c'est enquête et violence. D'accord, ah oui, d'accord. Alors, c'est quoi les séquences? C'est enquête, violence. Ah, attends, je te les retrouve. Pop, parce que je les ai marqués. Enquête, révélation, réflexion, violence. D'accord, ok, ça marche. Et enquête, conflit, révélation, c'est pas une- réflexion voilà. et violence. D'accord. Et voilà. Et Ok. donc, tu peux finir uniquement sur une enquête ou une violence. D'accord. Mais c'est bien de faire de la réflexion parce que la réflexion permet de récupérer tous les dés qu'on a perdus. Mhm. Notamment quand on est pour l'enquêteur, c'est la seule façon de récupérer les dés. D'accord, ouais. Et la révélation parce que ça Donc, permet en gros, d'avancer l'histoire et qu'il y a des systèmes de règles que j'ai vus qui peuvent provoquer des trucs très rigolos. En gros, la réflexion, c'est un moment donné où l'enquêteur il se repose et il réfléchit. Ouais, il va genre, boire un ouais, verre bon, de j'ai vu Bourbon ça. en disant ah pourtant je l'aimais bien cette blonde, qu'est-ce D'accord. qui s'est passé, Ok. ou c'est Mulder sur son coach sur son canapé qui va regarder un film de cul. D'accord. Voilà, Ouais. Je vois des trucs sur la table. Pourquoi Alors, il y a des petites affichettes avec écrit crime dessus. Alors, en fait, je vous ai parlé des nouvelles courtes, romans. En Ouais. fait, quand on joue, le but de Dirty Secret, c'est de pouvoir marquer le nom de celui que tu penses être l'auteur du crime Sur le petit bout de papier qui est là. sur en fait une grille. Il y a une grille. Et à la fin, en fait, la grille, elle est recouverte de noms. D'accord. Et quand il y a la résolution des conséquences, Ouais. et ben là, tout à la fin, en fait, On le lance des témoin, dés non, Non. c'est un autre système. D'accord. Ok. Je vais En gros, t'expliquer on ça. détermine de façon aléatoire. Je vais un peu rapide parce qu'on a Mais plus c'est beaucoup pour ça de que temps. je te disais Mais on détermine de façon aléatoire qui est responsable de quoi à l'aide de cette grille, quoi. En gros. c'est ça Exactement. En fait, quand tu Celui qui a tué- réussis, D'accord. quand c'est l'autorité qui réussit à clore un chapitre, Ouais. c'est elle qui marque le nom. Quand D'accord. c'est l'enquêteur qui réussit à clore un chapitre, c'est lui qui marque le nom. D'accord, ok. Ouais, ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est comme ça qu'on acquiert l'autorité sur l'histoire. Exactement. Ok. Exactement, Ça marche, exactement. Et il y a pour finir, il y a une scène, un chapitre qu'on appelle le final, Mhm. qui est en rapport quand on a fini de remplir la grille, on va faire le final et le final il peut faire très très mal. D'accord. Parce que là, par contre, l'enquêteur Peut il mourir. peut non, mais il peut s'en prendre plein la gueule. Hein. D'accord. Ok. Et donc je vois des petites fiches de personnages qui sont posées. C'est parce qu'on va créer On des va persos. créer au les cours- personnages, on va commencer avec un seul crime vu qu'on est dans un système de nouvelles courtes. Hmm. Donc on va créer un seul crime au début, mais D'accord. on a quand même deux petites fiches de crime en haut au cas où. Et à côté, on a les fiches de personnages. On va commencer par créer 2 personnages, si je ne m'abuse. Non, 3 personnages. Et on va avoir une fiche de personnage blanche au cas où, si on en a besoin. Donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que et alors truc très intéressant de ce jeu, c'est quand même qu'on joue pas toujours le même personnage. Ouais. C'est pas un D'ailleurs, jeu de rôle où c'est on pour ne ça joue que qu'un quand on rôle. crée les personnages, en fait, ça tourne autour de la table vers la gauche toujours. Mhm. Et chacun remplit un des trucs du personnage. Et on passe au voisin. Comme ça, la création est commune. D'accord. Ah c'est sympa. Et donc, du coup, c'est pas grave si tu le joues pas tout Ok. le temps. D'accord, nickel. Bon bah, on y va. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. C'est C'est sérieux parti. là. On joue, On hein. joue. là, c'est on sérieux. joue.
Oh, les enfoirés de vieux, quoi. C'est clair. On peut commencer ce podcast comme ça. Donc là, il faut savoir qu'on vient de terminer notre partie, en fait. On a terminé, on vient de jouer et la partie est finie. Et maintenant, on va faire le débriefing. Ça n'avait pas été très bien compris, ça, la dernière fois, au cours de notre dernier one-shot. Alors, donc, on a fini notre débriefing et ça s'est fini de manière assez bizarre. Thomas, comment tu as trouvé cette partie Alors déjà, la première chose à indiquer, malgré une explication de règles en début de podcast, on a quand même juste derrière relu les règles parce que c'était assez complexe. Par exemple, je sais qu'on a dit une connerie sur le système d'enchères où on expliquait qu'en fait, une augmentation d'enchères, c'était soit augmenter la valeur, soit augmenter la quantité. Donc l'exemple qu'on avait donné, c'était que 2D5 était supérieur à 3D4, ce qui est totalement faux. Il faut savoir qu'en fait, quand on augmente une enchère, soit on augmente la valeur des dés, soit on augmente le nombre. Donc en fait, si on annonce 3D4, si on veut augmenter, il faut annoncer 3D5. Effectivement, il faut le préciser, carrément. Alors, tes remarques rapidement, Thomas. Alors, au niveau de mes remarques, par quoi tu as envie de commencer les hostilités? Moi, le jeu m'a énormément plu. La partie, je l'ai trouvé géniale. La partie, je l'ai trouvé géniale. Le gros défaut que j'ai relevé, c'est que c'est un jeu qui est très technique. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, pour chaque joueur, doit avoir au préalable lu toute la base, sachant que la base, elle, c'est, on va dire, c'est une base de 60-70 pages. Sur 70 pages, il y a peut-être 10 à 15 pages de règles. Ouais. Après, il y a des pages d'explication de phase, et après, il y a des pages de conseils d'utilisation de phase pour bien réussir une partie. Alors moi, sur le coup, j'ai trouvé ça très compliqué. Je vais te dire, une fois que la partie était lancée, j'ai trouvé ça vachement fluide, vachement bien. Oui, non, mais au début, voilà, c'est vrai que ma première réaction, souviens-toi, la première chose que j'ai dit quand on a commencé, c'est putain, je suis largué. Mais en fait, j'ai trouvé que finalement, au fur et à mesure que la partie se développait, j'ai trouvé ça pas si compliqué que ça. Franchement, bien agréable, j'ai trouvé moi. Oh non, mais je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez technique. C'est vrai que la première partie est un peu cafouillis, mais une fois que on a compris le système, ça devient de plus en plus fluide. Je regarde le premier chapitre a été très long. Alors que à partir du 3e, 4e, c'était beaucoup plus fluide, on allait beaucoup plus vite. Mais le côté technique du jeu est quand même important, moi je trouve. Ouais, Flavie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que le côté technique, c'est aussi ce qui fait la force de ce jeu. Mm-hmm. Avec les 2 plateaux, etc. Je pense qu'il faut pas en avoir peur. Je sais bien que, en plus, c'est un système sans MJ, donc s'il n'y a pas un gros côté technique, du coup, ça va pas tourner. Et je trouve que de ce côté-là, il est plutôt bien fait. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées. C'est pas là-dessus que je grognerais. Je pense qu'un jeu de rôle, il y a pas mal de jeux, même dans les classiques, qui ont un gros côté technique et ça ne nous empêche pas de jouer pour autant. Non, c'est clair. Et puis les règles sont quand même plus accessibles que puis on fait AD&D en première main. Puis on fait un premier tour de jeu et puis ensuite les règles sont apprises, quoi. À part 2-3 exceptions vers la fin, voilà quoi. Puis bon, je pense que dès la deuxième partie, là, du coup, pour le coup, ça va devenir vraiment fluide et ça doit bien se passer. Moi, alors du point de vue de la fiction, j'ai trouvé ça énorme. Moi, il y a un truc que je note, c'est que le fait que ce soit à Saint-Malo, c'est-à-dire dans une ville qu'on connaît, avec des lieux qu'on connaît bien, ça nous invite tout de suite à jouer des scènes dans des lieux que de base, en fait, en tant que joueur, on trouve glauques. Donc déjà, au niveau de l'immersion, je trouve ça super de retrouver. On n'a pas besoin de se faire chier, en fait, à décrire des décors, à avoir des descriptions très poussées de l'univers. On le connaît, on le maîtrise, et ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable et vraiment immersif. Ça, c'est un point très imposé par l'auteur, qui est de jouer dans des lieux que tout le monde connaît et à jouer surtout à une époque très récente, de façon à ce que effectivement, c'est que tout le monde connaissant le lieu, pas besoin de description. On dit on va à tel endroit, pof, directement les gens ils savent à quoi ça ressemble et ça va beaucoup plus vite. Ouais, non, c'est clair que l'ambiance est directement mise. Et puis on n'a pas besoin de discuter des heures sur ce qui est cohérent ou pas dans l'univers, s'il y a de la magie, s'il y en a pas. On sait que c'était hier à Saint-Malo, a priori il y a pas de magie. Est-ce qu'on a des portables, est-ce qu'on en a pas? Là, on le sait, on en a. Enfin, tu vois, c'est hyper simple. Ouais. C'est ça. Et l'autre point fort de jouer dans des lieux connus, c'est qu'on peut jouer des personnages que tout le monde connaît. Ouais. Je sais que dans la base, l'auteur, lui, il faut savoir que c'est un auteur américain. Il parlait beaucoup de personnages
personnages politiques, d'utiliser les personnages politiques parce que justement ça va faire parler. Nous on s'est retrouvé à avoir utilisé Quano, le maire de Saint-Malo. Ouais, carrément. Voilà, on en a parlé, on utilisait des lieux que nous on connaissait, tu vois par exemple là-bas le Colombier. Ouais. On avait beaucoup trippé là-bas, donc tu vois c'est vraiment beaucoup plus intéressant, plus immersif. Ouais. Bon, on n'a pas poussé le vice à faire en sorte que la victime soit quelqu'un de connu. On l'a appelé Sweet Agatha, enfin Agatha Sweet. Agatha Sweet. Donc ça, bon voilà, on n'a quand même pas poussé le vice à faire en sorte que ce soit quelqu'un de connu, mais on aurait pu le faire. Genre le meurtre de Quano a eu lieu et le détective, comment il s'appelait déjà, Le Boulch. Le Boulch Bernard. Bernard Le Boulch. Alors donc, au niveau de tes réflexions négatives, Favid, tu avais l'air de dire la première chose que je dirais, moi, qui m'embête un peu, c'est que les séquences de violence, je les trouve redondantes avec les conflits violents. D'accord. Et du coup, au final, t'as soit de l'enquête, soit de la violence, quoi. Enfin... Alors, on explique un petit peu ce qui se passe pendant les scènes de violence. Alors, je préfère d'abord les conflits. D'accord, ça roule. Dans les conflits, en fait, l'enquêteur va faire quelque chose et l'autorité va dire non et va se mettre en face et il va y avoir en fait une scène de violence entre deux personnages. Une scène de conflit. Une scène de conflit, voilà. Ça va pas forcément devenir violent. J'ai pas dit séquence, j'ai dit scène de violence. D'accord, ok. Une scène de violence qui va se retrouver autour de la table avec... Le conflit oui, une scène de violence, c'est un conflit. Un conflit, c'est une scène de violence. Non, justement, je suis pas d'accord. Et la séquence de violence, c'est le conflit provoque de la violence quand même. Non, pas forcément. Ça dépend du dé rouge. Ça dépend de la couleur du dé rouge, justement. Une scène de conflit peut se terminer sans violence. Oui, mais sur le principe de la mise en place, quand même, quand on lance les dés, on est quand même en train de se salpaguer autour de la table. Je parle pas de la résolution, je parle de comment ça se tourne. Se passe autour de la table, d'accord. Voilà. Autour de la table. Donc on lance les dés, là on continue à salpaguer. Non, je suis pas d'accord. On se hurle dessus, on n'est pas content. D'accord. On fait semblant d'aller agripper le visage de l'autre. Voilà. Et donc là, le conflit se finit. On regarde les dés de violence. Et selon les dés de violence, il y aura de la violence ou pas. D'accord. Séquence de violence, c'est quasiment la même chose sans les dés de violence, sauf que généralement la séquence de violence va généralement finir sur un gros truc de violence. Oui. Thomas. Alors, juste parce que je pense que les auditeurs n'ont rien compris. Je pense d'un point de vue technique, en fait, une séquence de conflit, c'est qu'on va prendre nos dés. Donc, au départ, on a 5 dés et on va ajouter un dé spécifique qui est le dé de violence. Ouais. On va jeter nos dés, on va faire nos mises, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Et à la fin de la gestion de mise, au moment où un des joueurs décide non, tu mens, t'es en train de bluffer, on révèle. On résout le conflit et ensuite on va regarder le fameux dé de violence qu'on a rajouté et on va regarder s'il y a la violence ou pas. Donc pour ça, il faut regarder si le dé de conflit est égal à la valeur de la mise qu'on a dit. Par exemple, si on a misé 4d6, si le dé de violence est sur 6, si le dé rouge indique 6, alors on en additionne un. Si on a plusieurs, dire au niveau 1 c'est une blessure légère, au niveau 2 c'est une blessure grave, s'il y a 2 dés rouges qui indiquent 6, à ce moment-là c'est une blessure grave. Voilà. S'il y en a 3, il y a un mort. Ça veut dire qu'il y a un mort. Alors que les phases de violence, c'est-à-dire les scènes de violence, c'est violent. On enlève le dé de violence, on prend que les 5 dés, et là cette fois-ci, pour savoir le niveau de violence, c'est qu'une fois quelqu'un a dit tu bluffes, on compare, et si on va calculer en fait la différence de dés, par exemple, je sais pas, je dis 4d4, et par exemple il n'y en avait que 3, il y a une différence de 1, donc à ce moment-là ça veut dire que la violence sera de niveau 1. Donc pour moi la différence, il y a quand même une différence entre les deux, c'est que en cas de conflit, il y a moins de chances d'avoir de violence, alors que violence, on est quasiment sûr. On est quasiment sûr, on est sûr. C'est pour ça que ça s'appelle séquence de violence. Il peut arriver que ce soit juste, donc ça veut dire qu'il y en a 0. Mais voilà, mais violence, c'est ça, c'est-à-dire que le conflit, c'est pas forcément des personnages, ça peut être une porte, ouvrir une porte, ça peut être n'importe quoi. T'as encore le coup des portes, ça. Et alors que la violence, on va être certain qu'il va y avoir des blessés. Donc c'est ça, je pense qu'en fait, au moment du scénario, c'est si quelqu'un veut lancer une scène de violence, c'est dire non, là j'ai envie d'avoir un peu de boucherie. Donc voilà, ça c'est techniquement comment c'est. Moi je trouve quand même ça assez redondant autour de la table, parce qu'au final on retrouve le jet du dos, enfin tu vois le jeu du dos, et au final ça avance pas grand chose quoi. C'est-à-dire au contraire. Je sais pas, moi le conflit, je trouve qu'il aurait fallu faire ça autrement. Je suis pas vraiment fan du jeu du dos à nouveau. D'accord. En fait, tu te penses alors, est-ce que c'est parce que tu crois que le jeu du dos n'apporte rien à ce jeu, ou est-ce que tu penses que c'est parce que le jeu du dos... Je pense qu'en effet, le jeu du dos n'apporte rien au niveau de ce jeu. Je pense que c'est un gameplay qui n'a rien à voir ici. D'accord, ok. En fait, on fait un jet de... On fait des paris... Il faut savoir qu'on a oublié à plusieurs reprises, quand on faisait le jeu du dos, on a oublié
de décrire, la première fois, on a carrément oublié, de décrire les scènes qui allaient avec les mises, avec les enchères montantes. On y a pensé. Chaque fois qu'on mettait une enchère, mais le reste on l'a. Alors attends 2 minutes. Oublié, non, c'est pas anodin si on l'a oublié, et c'est pas vrai qu'on l'a oublié qu'une seule fois. On l'a oublié La première fois, on l'a oublié, et après il y a même des moments où volontairement on a dit bon allez, on décrit pas trop, on s'en fout, on regarde ce qui se passe, on regarde la fin du conflit, et après on décrira. C'était limite ça quoi, au moment. Alors je sais plus exactement. Moi je me souviens pas de ça. Moi je me souviens que généralement on oubliait, et puis plusieurs fois on disait attends, on n'a pas décrit les scènes, vas-y, donc on le fait, et puis on prend. Ça va dans le sens de ce que tu indiquais, c'est-à-dire que le jeu du dos nous fait sortir quelque part. S'il nous fait sortir de l'immersion, moi je trouve qu'il aurait fallu un système à la Dogs in the Vineyard. Encore une fois, un truc comme ça. Le but n'est pas nécessairement de rendre le jeu immersif à ce moment-là. Si tu oublies systématiquement la narration quand tu es en train de faire ce jeu-là, c'est que peut-être il n'est pas bien fait pour ce jeu. Parce que tu trouves par exemple que dans Dogs in the Vineyard, quand tu mises tes dés en face, c'est mieux fait. Pas grave. Thomas. Ouais, voilà. Encore une fois, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que le système du dos correspond vachement bien au jeu sur le système de bluff, parce qu'en fait, ça met un moment de tension. Ouais. Parce que quand on va regarder, alors au départ, il y a un petit moment de latence, parce que c'est pareil, c'est notre première partie, c'est de savoir comment lancer la mise. Donc, on n'a pas encore le jeu du dos. Moi, c'est la première fois que j'en faisais. On connaît pas directement les mécanismes. C'est clair. Mais je trouve que ça a l'avantage, c'est que on va annoncer un chiffre, le mec en face il dit attends, moi j'ai tant de trucs, il y a un petit moment de tension, je dis bon, il faut que j'essaie quand même de le baiser. Moi je trouve que ça correspond vachement bien au jeu. Le système des violences en plus, il faut savoir que le dé de violence dans un conflit, quand on lance d'abord on lance nos 5 dés et ensuite on regarde nos 5 dés et c'est nous qui décidons quel niveau de violence on va mettre. Donc à partir de là on peut définir. Bon, moi je sais je vais faire une mise par exemple de 4 dés. De valeur de 4, et ben je vais mettre mon dé de violence de 4 parce que moi je veux que ça charcle. Moi je trouve qu'au niveau de la tension, c'est comme vient de le signaler Thomas, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, souviens-toi le coup tout à l'heure, ma chérie, avec Tchekhov, quand Thomas a réussi à inverser la tendance, il m'a bluffé, il m'a complètement défoncé au judo, et du coup au niveau de la scène, ça a fait un retournement de situation. J'ai trouvé ça magistral. Ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai envie de te poser une question, Flavie. Est-ce que si on avait changé le judo par exemple par le kinito, est-ce que du coup, tu n'aurais pas trouvé ça super immersif ? Parce que comme tu connais bien les règles du kinito... non, en fait, moi, le vrai souci, c'est que je trouve que ça sort de la narration, encore une fois. Non, moi, je trouve pas. Ça la guide. Ça guide la narration vers une partie bluff entre deux personnages. Au final, il y a un truc qui m'embête dans les règles, hein, c'est que ça indique pas, parce qu'ils disent il faut respecter le niveau d'enchère, etc., dans ce qu'on va faire dans la surenchère de la narration. Sauf qu'il n'y a rien qui nous indique quelle va être la surenchère de violence qu'on va devoir mettre en place dans la narration en fonction de l'enchère qui est mise en place autour de la table. C'est-à-dire, je comprends pas. En gros, tu vas dire je mets 4 D6. Et juste avant, il y avait 3 D6. Et il n'y a rien qui indique quelle va être la surenchère qui va devoir être mise en place à partir mais en plus. Il n'y a pas besoin de surenchère l'action. Là, on prend l'exemple, je sais pas, le coup de Tchekhov. Tchekhov, il me pointe avec son arme. Il dit voilà, il me pointe avec son arme, il fait son jet, je lui dis bah voilà, moi je mise 3D2. Et ben là il me dit par exemple, je te tire dessus. Je fais ok, moi je fais mon jet, j'essaie d'évaluer autre chose. Et ben là je continue la scène, j'ai pas besoin de surenchérir, même si j'augmente ma valeur d'enchère, j'ai pas besoin de surenchérir. Je me dis que du coup ça guide pas du tout la narration. Juste tu continues à faire la narration comme tu aurais pu la faire avant, mais juste à ajouter des dés entre les deux. On pourra peut-être revenir là-dessus après, si jamais il y a. Mais on va poser peut-être d'autres questions, parce qu'on va pas faire non plus un débat sur avec ou sans le jeu de judo. Bon voilà, le jeu y est. Moi, j'ai pas trouvé ça gênant. Flavie, vraisemblablement, ça t'a dérangé. Donc voilà, ça dépendra peut-être des joueurs. Moi, je trouve pas ça gênant. Je trouve que ça monte la tension. Par contre, j'ai trouvé beaucoup plus gênant le fait qu'au début de l'histoire, on nous invite à créer des personnages. Donc on est en train de les imaginer. On est déjà en train de les imaginer faire des choses, et finalement au cours de la partie, on va pas pouvoir faire en sorte que ces personnages fassent les choses qu'on a imaginées pour eux. Moi, au final, Sweet Agatha, s'il y a un mot que je devais retenir et un défaut, c'est le mot frustration. Sweet Agatha, Dirty Secret, pardon, c'est le mot frustration, quoi. Vraiment, j'ai été frustré du début jusqu'à la fin de la partie. Je suis d'accord avec toi, et je trouve que l'autre problème, pourtant j'aime bien ce jeu, mais c'est quand on choisit en fait l'auteur du crime à la fin, c'est un jet de dés, et donc du coup ça va pas forcément avec le déroulement de l'histoire qui a été mis en place. Alors ça, c'est... Donc on se retrouve avec des absurdités qui du coup voilà quoi. Alors moi j'ai une réponse à vos deux questions. Ouais. Alors la première réponse à ta question sur le fait il y a pas assez de personnages, j'imagine pas machin, c'est que
la base conseille pour une première partie de faire une nouvelle. Ouais. Donc qui dure de 4 à 6 heures. Oui. Nous, on est parti directement sur une nouvelle courte. Oui. La nouvelle courte, c'est un scénario fait pour des joueurs expérimentés. C'est-à-dire quelqu'un qui a un peu de temps, qui connaît le jeu, qui connaît les mécanismes, qui sait comment ça fonctionne. Et donc, on est limité en personnages. Il faut savoir que quand on est à la nouvelle, on a plus de crimes, plus de personnages. D'accord. Donc, on est beaucoup plus libre. Maintenant, ensuite, pour la question de Flavie, je pense que à côté, c'est pareil, c'est un manque d'expérience de notre part. À mon avis, on a mal joué. C'est-à-dire que nous, directement, quand on a créé nos persos ou quand on a imaginé en fait l'histoire, directement, on s'est dit, ben voilà, notre histoire, elle évolue comme ça. Donc, je sais que c'est tel personnage qui va tuer, alors que c'est pas fait comme ça. Le jeu, moi, c'est pas la première fois que j'y joue à ce jeu, moi, c'est la troisième fois. Ça fait combien de parties ? Troisième fois. Et ça s'est toujours passé comme ça. À chaque fois qu'on lance le dé à la fin, bizarrement, bah, c'est pas la personne sur. Bon, à chaque fois, ça tombe pas juste. Je veux dire, ça tombe jamais sur la personne vers qui t'avais mis en place le déroulement de l'histoire à la fin. À chaque fois, il y a une absurdité à la fin. Moi, c'est une faute de jeu. C'est-à-dire que pour moi, vous avez mal joué. Non, c'est-à-dire justement pas. Tu peux pas dire que 3 fois sur 3 parties que Flavie s'est faite, il y a eu un mal joué. Si elle a ressenti. Moi, la façon, donc, parce que moi, je l'ai eu la base, la façon dont je l'ai faite, le but, c'est de faire avancer une narration sans forcément partir sur une résolution de crime. Les résolutions de crime se fait que vers la fin des scénarios. Mais tu peux pas empêcher. Alors oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est bien précis dans les règles qu'il faut pas que les joueurs s'imaginent des choses avant la résolution. Entièrement d'accord, etc. Moi, j'avais rien imaginé, mais tu dois quand même avouer que la fin de notre histoire, elle est quand même bizarre. Et moi, ça m'est arrivé à chaque fois. Oui, voilà. Imagine, tu demandes à des joueurs, au cours d'une partie de ce jeu, il est interdit de respirer. Ils vont quand même respirer. Bon, là, c'est pareil. Tu peux pas t'empêcher d'imaginer des choses pour le futur. Mais je dis pas le contraire, que tu puisses pas imaginer un truc. Là, je regarde dans notre grille. Dans notre grille, au départ, on a mis régulièrement plusieurs fois le même nom. Ce qu'il aurait fallu faire, moi je pense, pour que ça reste dans le logique, c'est qu'au lieu de se centrer sur certains persos, c'est régulièrement utiliser les mêmes personnages. D'où l'intérêt des scènes de révélation. Les scènes de révélation, c'est des scènes qu'au départ tu dis oui, c'est pas terrible, ça a quand même un intérêt. Mais moi je trouve ça super fort parce que si tu fais une scène de révélation en essayant d'interagir avec tous les persos, t'es capable de donner. En fait, en gros, chaque personnage que t'as créé, faut que ce soit potentiellement un suspect. Donc faut que tu lui donnes une piste. Si tu donnes pas de piste pour chaque perso, par exemple, comme nous on a fait. Crow, au départ, on l'a un peu utilisé, puis à la fin, on l'a viré. Et vu que c'est elle qui s'est retrouvée à la fin en tant que suspect, enfin criminel, on s'est dit merde, ça colle pas. Comment on va faire ? C'est clair. Voilà ça. Et c'est parce qu'on l'a pas utilisé. Ouais, mais on peut pas. On l'a utilisé, mais on l'a utilisé quasiment la moitié du jeu, Thomas. On l'a utilisé la moitié du jeu. Et le personnage en scène de révélation, on l'a utilisé qu'une fois. Elle a été là au début parce que c'est elle qui a lancé le crime, et puis c'est tout. Après, on a été surtout centré sur le flic et sur le médecin. Moi, je dis qu'à partir du moment où tu interprètes des personnages, parce que toi, attention, regardez qui défend le jeu. C'est pas anodin, c'est celui qui a joué l'enquêteur qui défend le jeu là en ce moment. C'est pas ceux qui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux jeux dans ce jeu ? C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas ressenti non plus les mêmes choses. Parce que quand tu es enquêteur, forcément, tu as énormément de pouvoir sur l'histoire. En tant qu'enquêteur, tu as tous les derniers mots. Nous, on a passé franchement 75% du temps à t'écouter parler, Thomas, et à regarder la beauté de ce que tu es en train de créer. Un défaut que j'ai retrouvé. Alors je sais pas si c'est effectivement un défaut. Moi j'ai trouvé que la prise de parole de l'autorité a été super rare. Il y a plein de moments où j'ai commencé à décrire des scènes, me dire tiens, vous allez jouer un PNJ histoire de mettre un peu d'entrain, donner des pistes. Vous avez quasiment rien dit. Ça, c'est un truc qui m'est arrivé aussi à chaque partie. À chaque fois, l'enquêteur, c'est celui qui gère tout. Ouais. Mais voilà, à chaque partie que j'ai faite, l'enquêteur, il était là et l'autorité ne faisait quasiment rien. Moi, je sais que... Ouais. Moi, j'aurais été autorité plusieurs fois. Par exemple, la scène de la guerre. Au moment d'écrire une scène de la guerre, je m'attendais à ce que vous fassiez des voyageurs, que des machins. Pas une seule prise de parole. J'avais plus de dés. Je pouvais plus, j'avais plus de dés du dos. Non, mais t'as pas besoin de lancer un conflit. Tu peux tout simplement dire tiens, t'as un PNJ qui vient discuter. Non, parce que l'enquêteur, il est bien précisé que l'enquêteur, c'est lui qui doit lancer les PNJ qu'il rencontre. Oui, mais il est cohérent qu'à la gare, il y ait des gens, donc tu peux lancer là-dessus. Tu peux lancer les trucs. Et puis c'est pareil, les joueurs, t'as l'autorité, puis t'as un rôle de conseil. Tu peux dire tiens, moi je ferais bien intervenir quelqu'un, tu vois, par exemple. On l'a fait. Non, mais il y a plein de scènes où c'était limité. Moi, je ne te parle pas d'un partage de parole. Je ne te parle justement. On n'est pas en train de parler de prise de parole. Au niveau de la prise de parole, j'ai trouvé que moi j'ai pris la parole quand j'en avais envie, Flavie aussi. Je suis en train de te parler d'un ressenti vis-à-vis des personnages que l'on crée. Moi, j'ai eu la sensation que j'ai créé des personnages, j'avais énormément d'attentes. Je pensais en tant qu'autorité que j'aurais de l'autorité sur ces personnages, et au final, je n'en ai eu aucune. Et j'ai ressenti énormément de frustration, par exemple, de voir que les révélations des liaisons entre les différents personnages étaient déterminées au dé
par tout le monde autour de la table, alors que moi j'avais par exemple, je pensais en tout cas avoir des super bonnes idées de révélation pour chacun des personnages. Ça c'est vrai que c'est un souci, le fait que les révélations soient faites au dé. Et du coup, si, ça peut être intéressant pour amener une surprise, mais il faudrait qu'on puisse choisir de faire la révélation au dé ou pas. C'est ça, c'est-à-dire que le côté surprenant est super sympa en revanche. C'est-à-dire que le côté, finalement, révélation entre les deux personnages, là, il y a un truc, ça fait partie du jeu, c'est clair, c'est vachement intéressant. Mais ça apporte aussi, ce jeu, en fait, il est bourré de super bonnes idées qui apportent des super avantages, mais je trouve qu'en même temps que les super avantages, il y a toujours un super défaut qui va avec. Alors, la révélation, c'est vachement bien, mais je trouve ça frustrant, quoi. Moi, je reviens à dire sur les révélations, il faut savoir au niveau système que la révélation, en fait, on prend dans les personnages au départ. Donc, il faut savoir que les révélations sont emmenées par l'enquêteur. L'enquêteur va au départ choisir un personnage. Il a le choix, soit il choisit un personnage, soit il choisit une relation au hasard. Donc par le dé. Donc moi, par exemple, si j'essaie de prendre, je prends un perso et ensuite c'est l'autorité qui va choisir. Soit il écarte un personnage de la liste, soit il écarte une relation. Ouais. Donc il y a ça aussi qui permet de dire tiens, il a pris tel personnage. Il faut savoir, dans les relations il y a familial, il y a sexuel, il y a professionnel. C'est vrai, dire, mais moi une relation sexuelle ça me ferait chier. Et voilà, on vire. Écoute comment tu parles. Tu dis ça me ferait chier. Ça veut dire que nécessairement quand tu fais ton choix, tu es obligé d'anticiper certaines choses sur le personnage en question. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment dans ce jeu, on a des jugements à l'égard des personnages. On est en train d'imaginer des avenirs possibles pour eux, des possibilités dans l'enquête pas d'un point de pour vue eux. personnage. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu choisis d'écarter la petite vieille plutôt que le policier, plutôt que le commissaire qui te donne l'enquête? Parce que éventuellement, j'ai pas envie de faire jouer la petite vieille. Parce que t'as pas envie. Pourquoi? Parce que dans le futur, tu la verrais bien plutôt dans telle ou telle situation. Donc du coup, tu anticipes. Pas forcément, c'est vrai, pas forcément. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais mon choix. Et je trouve que du coup, le système nous apporte deux choses. Il nous invite à anticiper sur des actions futures des personnages et à anticiper les personnages, tu vois, pour leur donner des petites mimiques, des petits mystères. Comme tu disais, ils sont tous suspects. Donc on a tous une raison de penser qu'ils sont suspects. On a tous envie que l'histoire se déroule de manière à ce qu'il se passe telle ou telle chose pour eux. Et en même temps, on nous dit, non, surprise, en fait, c'est rien de ce que vous avez prévu qui se passe. Et moi, je trouve ça frustrant. C'est comme si tu me disais, vas-y, imagine ce qui va se passer, mais en fait, après, de toute façon, on s'en fout, c'est le plateau qui va décider. Maintenant, il y a un autre truc aussi que je voulais dire sur le fait que tu avais eu des idées et qu'elles sont jamais tombées, parce que l'enquêteur a aussi une forte autorité. C'est qu'il y a un rôle, je trouve, qui a été très peu utilisé, c'est le rôle de conseil. Plusieurs fois, moi je t'ai jamais entendu parler en tant que conseil. J'ai passé mon temps à vous conseiller, Thomas. Mais je parle de Rome. Là, je parle de Rome. Mais oui, mais je trouve que ça n'a pas été assez utilisé. Il y a un moment, quand je lance une scène, il y a personne qui m'a dit non, moi je verrais peut-être plutôt comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, on n'a pas arrêté de le faire. Vous avez pas arrêté. Alors moi, j'arrive la prochaine fois, on enregistre le scénario et je pense que vous dites des choses dans la tête. Mais non, je suis désolée, Thomas. Moi, j'ai passé mon temps à proposer des scènes de révélation, l'enquêteur avec la filature de l'artimon et tout. Il y en a eu, mais ça n'a pas été tout le temps. Non, ça n'a pas été tout le temps. Ça, je suis d'accord avec lui. Pas tout le temps alors. Non, mais on l'a souvent fait et à raison. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, quand on ne l'a pas fait, moi c'est parce que j'étais méga d'accord avec toi. Il faut bien voir un truc, c'est que moi la fiction, je l'ai trouvée énorme. J'ai trouvé énormissime. J'ai tripé. Donc, quelque part, t'as quand même eu de l'autorité. Le coup de quand tu décris ta cassette vidéo là que tu trouves dans le truc de la gare, tu la mets dans le magnétoscope. Moi, j'étais à bloc quoi. Quand tu décrivais la vieille femme en train de donner sa tartine de chocolat à ses enfants et tout, moi j'imaginais le truc en noir et blanc à la Silent Hill. C'est l'un des avantages de ce jeu. Je trouve que la mise en place de l'ambiance dans la base est vachement mise en place. Même si t'as jamais lu de polar, tu lis la base. Tu sauras comment être l'enquêteur. Je trouve ça vachement bien fait. Et peut-être que, qui sait, peut-être que l'auteur a aussi voulu qu'il y ait cette petite frustration d'imagination de comment les choses se passent. Dans la réalité, il y a un truc qui est super frustrant, c'est que tu attends toujours des choses de la réalité et ça arrive jamais. Et je me demande si l'auteur a pas voulu aussi, dans son système de jeu, même si peut-être inconsciemment il l'a fait, faire ressentir ce côté, on attend des gens qui nous rendent service, qui nous fassent des choses bien, et puis en fait, tu vois, au final, on s'aperçoit que c'est des crapules, qu'en fait, c'était eux les méchants. Mais dans les polars aussi, c'est toujours comme ça, il se passe jamais ce que l'enquêteur avait prévu, il enquête sur quelqu'un et puis au bout de 300 pages, j'étais sur une mauvaise enquête. Faut voir aussi, c'est que l'auteur, dans sa base, il faut voir que quand il décrit la création de l'histoire, la création du jeu, c'est à partir de certains romans de certains auteurs. Ouais, d'accord. Donc peut-être que lui, il a une ambiance et dans cette ambiance, ça va être j'utilise tel type de perso, tel type de relation. Et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus.
et et que le canon en fait du jeu, c'est ce genre d'histoire. Ouais. C'est possible que ce soit ça. Hein. Moi, je sais que l'idée au départ du jeu, il le décrit, c'est que on va jouer avec des personnages de différents milieux sociaux, et que le but c'est de jouer sur ces relations sociales. Des relations d'amour entre un pauvre et une riche. Voilà, par exemple, un tolard, un noir, un hispanique. C'est clair. Et tu vois, regarde, Flavie, cet après-midi, tu me disais, c'est marrant, il remercie Ben Lehman dans la base, l'auteur du jeu. Et tu vois, en fait, qu'est-ce que c'est Polaris ? Polaris, c'est que ça. C'est un jeu tragique où tu es frustré pour ton personnage à longueur de temps, ou alors heureux qu'il lui arrive des merdes, hein, ça dépend comment tu joues. Par exemple, Christophe Buckley, qui est un gros sadique, qui adore faire souffrir ses persos, lui, il jouit à voir son personnage crever. Moi, ça me fait chier. À chaque fois, je pleure pour mes persos qui souffrent. Mais tu vois, par exemple, en tout cas, le jeu t'invite à être frustré aussi. Donc, est-ce que c'est côté frustration, le fait qu'on était frustré en tant qu'autorité de ne pas voir le monde se faire comme on voulait qu'il se fasse, est-ce que ça fait pas partie du jeu quelque part et de l'immersion ? Enfin, moi, je sais pas, j'en ai ressenti, quelque chose en tout cas dans cette partie. Et ça, ça me fait plaisir. Je pense qu'en revanche, dans cette partie, et c'est un avantage de Dirty Secret, c'est quand même une belle création d'histoire tout autour de la table, quoi. Ah ouais, c'est clair. Tu crées vraiment des histoires vraiment sympathiques. Enfin, je sais bien que j'ai dit beaucoup de choses sur ce jeu négatives, mais au final, ça reste quand même un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, non. Mais bon, qui aime bien châtie bien. Hein. Moi, par contre, il y a plusieurs moments où, je sais pas, je trouvais le jeu, j'allais dire pas fatigant, mais un petit peu harassant, épuisant. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, lent. Mentalement, mentalement, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose, donc t'es là, t'attends. Un peu, alors ça, c'est un truc aussi qui est beaucoup annoncé dans la base. Moi aussi, il y a plein de scènes que j'ai trouvées lentes, qui servaient à pas grand-chose. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est annoncé dans la base. Le but, c'est de faire avancer l'histoire. Donc des scènes, par exemple, à un moment, il y a une scène de coup de téléphone. Ouais. Ça servait à rien. Il fallait tout simplement dire le personnage s'en va, il revient, c'est bon, j'ai eu mon info, quoi. En même temps, la scène de coup de téléphone, donc on la remet dans son contexte. Tu vas voir un médecin légiste, tu lui dis que tu viens de la part d'un commissaire qui t'a délégué l'enquête. Le mec, il est pas sûr, ça rend aussi le personnage suspect. Tu vois ce que je veux dire ? L'explication du coup de téléphone est normale. Ce que j'ai, c'est il y a peut-être pas besoin de le faire jouer. Attention à ton micro, Thomas. Tu vois, au départ, tu me dis qu'il faut être loin. T'es trop loin. Là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'était peut-être pas obligé de le faire jouer. On aurait pu faire une ellipse et dire il s'en va, il revient, c'est bon, j'ai eu l'info. Mais sur le coup, on sait pas toujours ce qui va servir l'immersion et ce qui va la desservir. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais voilà, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose. Qui aurait dit que cette tartine de chocolat allait servir l'immersion pour Romaric? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, en tant que Rome, quand tu as décrit cette grand-mère qui tendait la tartine de chocolat à ses deux petits-enfants sur cette cassette vidéo, où on savait qu'il y avait quelque chose de sombre et de sinistre qui se passait derrière, le fait que tu dises que c'est une tartine de chocolat. Tu m'étonnes. A priori, c'était... Dans la vidéo, on apprend que des demi-frères, 10 ans plus tard, ils se font des turlutes. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que c'est deux demi-frères dont on apprend qu'ils ont une relation sexuelle. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est le fait que tu donnes une tartine de chocolat, ce petit détail. Qui aurait dit que ça allait me servir à me sentir encore plus en immersion ? Je t'offrirai du Manico demain matin. Ah non, mais... C'est dingue, ce petit truc, ce petit détail rendait la scène crédible en fait. Parce que dans les jeux de rôle, qu'est-ce qu'on a ? On a des gros dragons, on a des diamants, on a des trésors, on a des femmes qui ont des gros seins. Mais là, non, on avait juste deux enfants, une grand-mère, une tartine de chocolat et un crime sexuel abominable. Et je trouvais ça génial. Franchement, alors tu vois, comme quoi on ne sait pas toujours ce qui va servir l'immersion. Attention, là, je pense que dans cette scène-là, en fait, ça permettait de mettre l'ambiance. Et puis, quelque part, la scène n'a pas été si longue que ça. Puis en plus, elle faisait partie d'une séquence. De révélation en plus. Donc, séquence, donc ça c'est important. Là, je pense qu'il y a des scènes, tu vois, on a pris du temps alors qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite. Et puis c'est pareil, il y a un truc qu'on n'a pas joué et qui aurait pu être intéressant, mais je sais pas si dans la nouvelle course on aurait eu le temps. C'est qu'il faut savoir que dans le jeu, on peut rajouter des crimes au fur et à mesure. Ouais, on n'aurait jamais eu le temps parce que. Et je pense qu'on n'aurait pas eu le temps. En fait, on est censé pouvoir résoudre le crime au fur et à mesure, mais nous, on n'a pas pu. Mais c'est plus dans le principe de la nouvelle, ça, avec les suspects qui arrivent, etc. Là, dans la nouvelle courte, il n'y a pas la case suspect. On dit que dans la case nouvelle, il y a les rebondissements, il y a les suspects, il y a tout ça, quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, si nos auditeurs souhaitent un jour y jouer, moi je vous le conseille. Le jeu est vraiment très bien. Il fait réfléchir. Mais suivez bien les conseils de la base et commencez pas par la nouvelle courte. Commencez vraiment par la nouvelle. Prenez du temps et prenez du plaisir à ce jeu-là. Parce que quelque part, je pense qu'on aurait eu plus de persos, on aurait eu plus de temps. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de vachement mieux. Il faut être honnête.
on a un petit peu aussi accéléré la partie. Bon, d'abord parce qu'on doit se lever demain parce qu'on a des boulots, mais moi je me serais ennuyé si on avait pris un grand truc. Je pense que je me serais vraiment fait chier à la fin. Non, pas forcément. Il y a le système de suspect qui est rigolo. Ouais, mais bon, le polar, ça va bien 2 minutes, mais vous aimez ça. Mais moi, c'est un univers qui me plaît pas forcément de base. J'en lis pas forcément de base et ça devient un lourd à la fin, quoi. Enfin, l'ambiance elle était pesante déjà, quoi. Si t'es bien, moi je suis un mec qui aime bien être à fond et si là déjà quand t'es à fond, c'est bien pesant, quoi. Et justement là-dessus, je trouve que le jeu c'est bien fait. Réussi, c'est comme ça les polars, hein. L'enquêteur à chaque fois il en chie. Hein. Mais ouais, donc, mais moi justement le judo là-dessus, j'ai trouvé ça bien, quoi. Le coup du bluff, ça réveille un petit peu en plus. Donc, tu sais, comme dans une scène d'action, il se passe toujours des choses qui font un peu de bruit. Je trouvais que le fait que les dés aussi fassent des bruits dans les bols, là, d'un seul coup, ça réveille un peu tout le monde. Genre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, je suis pas convaincue par le judo, mais bon. Moi, je dis que c'est moins pire qu'autre chose. Ouais, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Bah, qu'est-ce que tu voulais qu'on lance juste un dé, je pense. Qu'on mette pas de dé. Et pourquoi? Autre chose, je sais pas. Pour qu'il y ait de la surprise. C'est pas moi qui ai masterisé le jeu. Je te dis juste que moi le judo, j'ai trouvé qu'à chaque fois on oubliait la narration, qu'il y avait une raison, c'est parce que ça va pas avec, quoi. C'est tout. D'accord. Moi j'ai trouvé sinon qu'il y avait pas assez de personnages là Alors c'est peut-être le format de la nouvelle courte. Mais on a introduit le format des nouvelle courte, c'est pas le format de la nouvelle, c'est déjà différent. Il faut faire une distinction, c'est qu'en fait, on crée des personnages au départ et on peut rajouter des personnages au fur et à mesure. Mais les personnages qu'on ajoute au départ, c'est surtout des PNJ. Et s'il y a un moment, quelqu'un décide que le PNJ là, ah non, j'ai vraiment envie de l'intégrer, là on le rajoute. Donc en fait, peut-être que ce qu'il aurait fallu dans l'idée, c'est que tu peux rajouter des personnages, mais c'est des PNJ. Un personnage éventuellement que tu peux revoir un peu plus tard. Ça n'a pas d'importance, mais il ne fera pas partie de l'enquête. Le personnage du flic, on l'a rajouté trop tôt, ça c'est clair. Moi je pense que le personnage du flic, tu as voulu l'ajouter, ça a été trop tôt. Bon, même si on l'a quand même utilisé. Hein. Ouais, on l'a utilisé au final. On l'a utilisé, tu regardes, on a eu un grand méchant qui était un russe. Aussi que tu ne choisisses pas ton personnage d'enquêteur au début. Ça c'est bon. Ça aussi, mais pourquoi pas, ça peut permettre effectivement d'avoir un melting pot. C'est aussi intéressant. Flavie, ta conclusion sur le jeu? Bah c'est bien malgré des défauts. Voilà. Mais j'aime bien moi ce jeu. Moi je trouve que c'est rigolo. Maintenant faut mieux jouer à la nouvelle. Je suis d'accord, c'est un des meilleurs jeux du commerce en ce moment, quoi. La boîte à eux là, il tabasse tout. Quoi. Moi j'aime bien la boîte à eux. Très bien la boîte à eux. C'est un jeu de la boîte à eux? Ouais, c'est un jeu qui a été traduit par la boîte à eux. Encore. Encore. 2 fois qu'on croise. Attention, une grosse boîte là. Ouais. Très bien la boîte à eux. Moi j'ai trouvé que le gros point fort du jeu c'est qu'on joue ici et maintenant, que justement le système de bluff de judo permet de bien guider la narration de combat, même si malheureusement je trouve qu'on l'oublie un peu facilement à cause du judo. Enfin, moi je suis un peu à 50-50 avec Flavie là-dessus. Je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Le côté révélation surprenante, je trouve ça intéressant, même si ça apporte aussi son lot de frustration. Et je dis encore une fois, si le but de l'auteur c'est de faire ressentir de la frustration aux gens qui jouent et de faire souffrir en fait les joueurs avec le personnage de l'inspecteur, et ben c'est vachement bien fait. Est-ce que c'est pas un jeu à 2 vitesses maintenant entre l'inspecteur et l'autorité? Ça c'est une autre question. Moi je sais que je retesterai une partie et j'essaierai d'être autorité, non inspecteur, pour voir ce que ça donne. Tom, t'en as pensé quoi du coup? Moi étant enquêteur, je me suis bien marré, j'ai trouvé le jeu vraiment excellent. Je considère qu'on a joué à 3, c'est peut-être pas assez d'idées. Être plus serait plus intéressant, mais qui dit être plus, c'est-à-dire que quand t'es autorité tu joues moins. Ouais, je sais pas. Je pense aussi c'est pareil, c'est un jeu où tout le monde doit lire la base, histoire d'avoir au moins une base des règles dans la tête, quoi. Thomas, pour finir, quand on avait joué à plusieurs avec Christophe, on était un peu plus nombreux, on avait aussi beaucoup plus rigolé et on était beaucoup moins dans l'ambiance. Et au final, moi, j'avais ressenti beaucoup moins de choses en jouant que cette partie-là. Ah ouais, t'as joué avec Christophe, quoi. C'est encore parti dans le cul. C'est vrai. La forge a mis du cul dans mes parties. Bon, allez, on va vous laisser parce que là, vraiment, on est en train d'empiéter. On vous laisse avec Tidus Snake et Craft Mag après une courte pause les enfants, musicale. À bientôt, jouez bien, playez bien. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous.